Et la fois que je pensais que j'étais correct, j'avais, dans cette semaine-là, autant de contrats à signer, et là, je jure sur la tête de mes enfants, que j'avais fait de revenus dans les 2 dernières années, que dans une semaine. Et ça, c'était le mois de janvier 2016. Donc, le jeudi avant, je tombe malade et j'ai été 40 jours par la suite à pas être capable de travailler. Et tous les contrats, bien entendu, se sont évaporés de cette semaine-là. Puis là, j'ai fait « Wow! » Et c'est grâce à mon mentor, aux réflexions, ainsi de suite, à sa phrase qui a dit « Écoute, lâche prise, arrête, ça n'a plus aucun bon sens. » que j'ai vraiment appliqué le fameux lâcher prise, mais de façon à 100%. Et c'était vraiment ça qui m'a complètement tourné de côté. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Dominique Sicotte, coach en mindset et en intelligence émotionnelle et podcasteur sur Leader d'Exception. Dominique partage avec nous son parcours entrepreneurial depuis ses débuts et les difficultés qu'il a dû surmonter pour réussir. Dans cet épisode du podcast, vous allez découvrir comment Dominique a démarré sa carrière de coach, le meilleur canal marketing qu'utilise Dominique pour faire croître son business, surprise garantie. Quel est le mindset que vous devez avoir pour réussir votre parcours entrepreneurial? Comment Dominique a réussi à maintenir son activité tout en voyageant? Comment Dominique a surpassé les moments douloureux de sa vie? Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/18, le chiffre 18. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 18. Canada. Dominique, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi? Absolument. Et un gros merci aussi pour l'invitation de joindre ton show, ton podcast. C'est très apprécié. Excellent, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'accueille Dominique Sicotte. Dominique est un coach certifié en mindset et intelligence émotionnelle et podcasteur sur Leader d'Exception. Dominique, avant de parler de coaching, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait? Absolument. Écoute, le premier business que j'ai fait, j'étais à l'emploi d'une grosse biotechnologie, donc une biopharmaceutique, et je faisais un très bon salaire, mais je voulais absolument me lancer en affaires. Et j'étais aussi, si on veut, entouré d'entrepreneurs, des amis, et je trouvais l'aventure très attirante. Et ce que j'ai fait, le plus drôle, c'est que j'ai décidé de partir en affaires, malgré le fait qu'on venait tout juste d'avoir un enfant, ma première venait juste d'avoir peut-être 4 mois et en même temps, on venait de signer une offre d'achat qui avait été acceptée sur une maison. Donc, il fallait passer à la banque pour l'hypothèque et bien entendu, quand on débute à son compte, je veux dire, les banques sont frileuses incroyablement. Donc, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais assuré lorsque venait le temps de passer à la banque, j'avais encore le dernier talon de paye qui était valide de mon emploi. Donc, si on veut, en très bon français, timer ma démission avec le passage à la banque. Et quand je suis arrivé là-bas, à ma surprise, parce que j'avais aucun client, je suis parti vraiment sauter sans parachute, rien. Ce qui est arrivé, c'est que la banque m'a dit, écoutez, Monsieur Sicotte, on vous a préapprouvé une marge de crédit de 10 000 $ au cas où vous ayez des rénovations à faire sur votre maison. Et je suis pas quelqu'un de facile, donc j'ai hésité au moins 2-3 secondes. Et j'ai signé tout de suite. Et là, je me disais, wow, si eux m'acceptent pour un 10 000, ça veut dire que mon autre banque m'accepterait pas aussi pour un 10 000. Et là, avant que ma signature et que les papiers soient entrés dans l'ordinateur et ainsi de suite, j'étais dans le hall d'entrée de la première banque et j'appelais la deuxième pour leur dire, vous savez, je viens de me prendre une hypothèque pour une maison et je me demandais si je pouvais avoir une marge de crédit avec vous de 10 000 pour certaines rénovations. Ils m'ont dit, bien, absolument, aucun problème. Quand est-ce que vous pourriez passer? Et rendu là, je me suis dit, wow, OK, je peux passer tout de suite. Donc, j'ai été signer cette autre marge de crédit et finalement, je suis parti en entreprise. J'ai parti ma firme de relations publiques financières avec 20 000 $ en marge de crédit et ensuite de ça, j'ai plus jamais regardé en arrière. Et le premier gros projet que j'ai fait, c'était dans la même année aussi. Donc, c'était une plateforme web utilisant la vidéo. Donc, j'étais la première plateforme web utilisant la vidéo au Canada pour les relations publiques. Et ce que je faisais, c'est que j'enregistrais les PDG en train de conter l'histoire de leur entreprise et
je les mettais sur leur page dédiée à eux. Et ensuite de ça, ben moi, mon emploi de toute façon, de tous les jours, c'était de présenter mon réseau de contacts dans le domaine financier, si on veut, donc les investisseurs, qu'ils soient institutionnels, individuels, journalistes financiers, etc. Mais là, maintenant, je le faisais à l'aide de cette plateforme vidéo-là. Parce qu'on se souvient que en 2001, les technos ont chuté incroyablement. Ensuite de ça, on a eu le grand scandale de Enron, Nortel ici au Canada. Donc, c'était vraiment un temps où est-ce que tout le monde avait peur d'investir dans quoi que ce soit. Donc, les investisseurs qui, eux, trouvaient la compagnie, écoutaient le PDG parler, étaient intéressés à investir, pouvaient appeler leur courtier en valeur mobilière et dire, écoutez, j'aimerais acheter tant d'actions de telle compagnie parce que je viens de les voir sur le web, j'ai écouté le président et ainsi de suite. Donc, pour le courtier, j'étais comme un demi-dieu parce que je créais des occasions de transaction pour eux envers leurs clients. Et pour les clients, c'était un petit peu la même chose parce que je leur donnais accès au PDG, ce qu'il n'y avait pas avant. C'était réservé seulement, si on veut, à l'institutionnel et ainsi de suite, derrière des portes closes, des chambres d'hôtel et ainsi de suite. Donc, je démocratisais, si on veut, l'accès à l'information des grandes entreprises inscrites à la bourse. Et veut pas, quand un PDG prend le temps de pouvoir parler de son entreprise, puis qu'il sait que ça va être sur le web, puis que c'est là à vie, ben pour lui, on enlevait tous les dangers de fausses histoires et ainsi de suite qui pouvaient se compter très, très, très bien derrière des portes closes. Donc, ça a connu un très grand succès. Ça m'avait coûté 900 $ faire cette plateforme-là. J'ai fait au-dessus d'1 million avec et je l'ai vendu ensuite en 2009. Et ensuite, j'ai reparti dans un autre business. D'accord. Et c'était quoi le deuxième business? Ben, le deuxième business, ben, dans le fond, pour faire, pis c'est drôle parce que quand je continue un petit peu, je veux pas mélanger les auditeurs là-dessus. C'est que moi, toute la trame de fond, ma base au complet, c'était ma firme de relations publiques qui est aussi devenue une firme de développement des affaires et de marketing. Donc ça, c'est vraiment la base, le fil conducteur de toute ma carrière au complet. Par-dessus ça, j'ai toujours eu une couche d'entreprise que je débutais parce que je voulais avoir les deux mains directement dedans, comme on dit. Donc, je voulais travailler sur le champ avec, tu sais, je voulais pas juste devenir l'expert parce que j'avais lu 3 livres sur le marketing pour les nuls. Donc, c'était important pour moi d'avoir des entreprises, de pouvoir tester tout ce qu'on entendait parler, tout ce qu'on voyait dans les livres, à les conférences et ainsi de suite. Donc, quand j'ai terminé Roadshows.tv, qui pour moi a été vraiment une école d'apprentissage incroyable sur l'Internet et ainsi de suite. Et là, en plus, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais débuté tout ça bien avant YouTube puis les plateformes qu'on connaît aujourd'hui, Facebook et tout. Donc, maintenant, en 2009, ben quand j'ai vendu Roadshows.tv, j'ai fondé, dans le fond, un magasin d'accessoires de vin. Donc, je vendais sur Internet seulement tout ce qui sert à la dégustation du vin, excepté le vin lui-même. Parce qu'ici, au Québec, on ne peut pas vendre le vin directement. Donc, je vendais les verres, les celliers, les carafes et ainsi de suite. Et ça, je l'ai vendu en 2014. Donc, comme je disais, c'était beaucoup, si on regarde avec Roadshows.tv, c'était beaucoup du B2B. Donc, c'était beaucoup avec les entreprises que je faisais affaire. Maintenant, mes clients devenaient monsieur et madame tout le monde. Tout le monde qui aimait déguster le vin, ben, pouvait acheter. Et ça posait beaucoup de défis parce que si on recule en 2009-2010, le commerce électronique n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, dans ce temps-là, il fallait que je puisse bâtir la confiance avec monsieur et madame tout le monde qui, eux, n'étaient pas très, très, très habitués déjà d'acheter sur Internet. Et là, il fallait que je leur dise, achetez-moi des verres en cristal à 40 $ pièce, puis je vais vous l'envoyer par la poste et vous allez voir, tout va être parfait. Et si vous ne l'aimez pas, vous allez pouvoir me le retourner. C'était assez spécial parce que on le sait, des amateurs de vin aiment avoir le feeling, si on veut, du verre à vin dans leurs mains, puis ensuite avant de l'acheter, surtout à ces prix-là. Donc, ça a été des très beaux défis d'essayer des nouvelles techniques de marketing et ainsi de suite. Donc, je faisais beaucoup de sondages auprès de mes réseaux sur LinkedIn et ainsi de suite. Et j'ai réussi aussi à la bâtir assez pour pouvoir la vendre en 2014. Et ensuite de ça, bien, j'avais entre-temps aussi le podcast En Affaires avec Passion. Donc ça a été un outil pour bâtir mon audience qui était merveilleux. J'ai eu la chance aussi de bâtir des liens avec des gens que jamais j'aurais pu faire avant, que ce soit avec Gary Vaynerchuk, Grant Cardone, Chris Brogan. Je veux dire, ça a été quelque chose, toute une aventure. Honnêtement, ça a été probablement une de mes plus belles aventures professionnelles de pouvoir faire En Affaires avec Passion. Parce qu'encore là, en 2012, même fin 2011, bien je dirais pas j'étais le seul, parce que peut-être qu'il y avait quelqu'un quelque part que j'ai pas vu, mais je faisais beaucoup de recherches à savoir est-ce qu'il y en a des podcasts francophones qui parlent d'entrepreneuriat, de marketing, de développement des affaires, et j'en avais jamais trouvé. Mais je dis pas qu'il y en avait pas. Il y en a sûrement, pas tellement longtemps après aussi. Il y en a eu un qui est sorti justement de votre côté de l'Atlantique, que je respecte beaucoup aussi, là, Leng Insia, qui fait un autre podcast
podcast aussi, Solopreneur. Donc ça, je veux dire, mais j'ai toujours aimé être dans les premiers, disons. Et aujourd'hui, bien, leader d'exception est un petit peu la suite logique dans ma tête pour En affaires avec passion, parce qu'avant, j'étais beaucoup orienté développement des affaires. Et aujourd'hui, je suis encore coach d'affaires, mais beaucoup plus orienté, certifié dans le mindset, intelligence émotionnelle et tout. Parce que un des grands points, c'est que j'ai travaillé avec aujourd'hui 400, mais dans le temps, peut-être 350 chefs d'entreprise. Autant de multinationales que de solopreneurs, travailleurs autonomes ou auto-entrepreneurs, comme on les appelle aussi. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que il y en avait beaucoup qui avaient des produits innovants, des produits que le marché avait besoin, et justement dans des marchés qui est pratiquement vierges et qui ne réussissaient absolument pas à percer. Et j'avais d'autres clients qui, eux, avaient des produits et services corrects, sans être, là, je veux dire, la bombe de l'année, et dans des marchés pratiquement saturés, et connaissaient des succès incroyables. Et étant amoureux beaucoup de la psychologie humaine. Mes premiers gros livres que j'ai lus, c'était sur la psychanalyse à 12 ans. J'ai fait mes études universitaires en psychologie aussi. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment attiré et intéressé, le comportement humain. Et j'en ai fait un peu une analyse, parce que 2016, pour moi, était une année de tournant, si on veut, parce que je suis tombé malade beaucoup. Donc, ça m'a donné le temps de ralentir et en même temps d'analyser tout ça. Et c'est pourquoi que, justement, en 2016, j'ai été chercher mes certifications en coaching mindset, intelligence émotionnelle, que je me suis mis vraiment à focusser là-dessus, parce que j'ai vu et réalisé que qu'on soit un PDG, un solopreneur ou qui que ce soit, et qu'on a un projet, si on n'a pas le bon mindset pour l'accomplir, je peux te donner la meilleure stratégie marketing, développement des affaires au monde, et c'est impossible de connaître le succès. Alors justement, quel est le mindset qu'on doit avoir quand on veut entreprendre, quand on veut être un entrepreneur qui réussit? Bien, la première chose, c'est d'avoir une ouverture d'esprit incroyable. Je vais te donner un exemple très concret, 2 exemples même de clients qui me viennent en tête, là, c'était flagrant. Et le premier, il y avait un produit que son seul client était le gouvernement. Et j'ai travaillé là peut-être pendant, je dirais 6-7 ans. Donc, je les ai eus comme clients pendant 6 ou 7 ans. Et on avait des très bonnes techniques de déploiement sur le terrain, et ainsi de suite. C'était vraiment une belle équipe de développement des affaires. Mais on entendait le PDG dire des choses contre le gouvernement que je me disais, ben voyons, c'est incroyable. Et ça, c'est un produit extrêmement